Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence annuelle d'Arkea IS. On va passer 1 heure ensemble en direct. Merci à vous d'être connectés à distance pour suivre cet événement. Nous évoquerons pendant cette heure bien sûr les enjeux de marché pour 2021 et les expertises d'Arkea pour vous accompagner sur les marchés, vous et vos clients, avec un thème fil rouge, le thème des transitions et de la performance. Transition et performance, un thème qui résume les défis du moment pour les investisseurs et pour vos clients. Sébastien Barbe, le président du directoire d'Arkea IS, est à mes côtés pour lancer cet événement. Bonjour et bienvenue Sébastien. Merci Grégoire. Bonjour. Merci d'être là. Je disais 1 heure ensemble. On parlera des perspectives de marché. Vous allez les développer dans un instant, Sébastien. Il y aura une partie solutions d'investissement concrètes avec des produits qui sont adaptés peut-être aujourd'hui à l'environnement de marché. On en parlera avec les experts de Shelter Prince Gestion et de Fédéral Finance. Et puis bien sûr, l'ESG qui sera là aussi un fil rouge de cette réunion. On parle de transition, des transitions et de la performance. L'ESG est bien sûr devenu incontournable et fait partie de l'ADN d'Arkea IS depuis plusieurs années. Ce sera donc un point important de cette réunion. On terminera avec une note people, Sébastien. Enfin, people, sport et finance, puisque Absolument. On accueillera en fin d'émission, en fin de conférence, Blaise Matuidi, le champion du monde 2018, un des champions du monde 2018. Alors, pour parler de sa nouvelle carrière, parce que je crois qu'il a recommencé une carrière à l'Inter Miami, c'est ça Sa carrière continue, Sa absolument. carrière continue, Elle n'a jamais cessé. effectivement, c'est une nouvelle étape de sa carrière, mais c'est aussi un enjeu de business, puisqu'on parlera avec lui de la gestion du patrimoine des sportifs de haut niveau. Alors, c'est peut-être une niche de marché, c'est pas du mass market, mais c'est un vrai sujet, je crois, et c'est un sujet qui est adressé, en tout cas auquel Arkea IS veut apporter une réponse. C'est ça, Sébastien? Absolument, Bon. Ça va être une interview passionnante. On retrouvera donc Blaise Matuidi à la fin de cette heure qu'on va passer ensemble. Vous avez accès avec la plateforme Click Meeting à un chat qui vous permettra évidemment de poser en direct vos questions tout au long de cette conférence annuelle. Alors, on n'y répondra pas précisément en direct parce que le format ne s'y prête pas forcément et qu'on tient à respecter la promesse de cette heure de réunion et de conférence annuelle. Mais en tout cas, évidemment, toutes les questions seront traitées et les équipes d'Arkea IS, évidemment, pourront revenir vers vous et vous apporter les réponses aux questions que vous pourrez adresser pendant cette conférence annuelle. Commençons tout de suite, Sébastien, avec un mot de l'année 2020. Rappelons peut-être le positionnement d'Arkea IS aujourd'hui. Comment est-ce que vous définissez le positionnement d'Arkea IS dans le monde de la gestion d'actifs? Et puis, je le disais, un mot de l'année 2020, une crise pandémique comme on ne l'a jamais vécue auparavant. Comment se sont passées les opérations d'Arkea IS et quelle a été la dynamique d'activité que vous avez pu observer? Très bien. Déjà, Arkea IS, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est à la fois la marque commerciale qu'on donne à l'ensemble des expertises de gestion d'actifs et de banques privées du groupe Arkea. On est organisé en mode multiboutique avec à chaque fois un ou une responsable qui porte sa classe d'actifs ou son entité juridique, à la fois avec des entités qui sont détenues majoritairement, c'est le cas sur ce graphique en rouge, puis des entités sur lesquelles on a un pourcentage sur lequel on est minoritaire, mais avec lesquelles on travaille très bien. L'ensemble de tout ça, c'est presque 60 milliards d'euros d'actifs avec la collecte depuis le début de l'année, je pense qu'on peut même le dire. C'est 2,7 milliards de collecte l'année dernière, malgré les 900 millions d'euros de rachat des contrats d'assurance vie, on en a déjà parlé ensemble, Grégoire. Donc beaucoup d'activités. Alors, sur la question comment s'est passé l'année dernière, je serais tenté de dire très bien d'un point de vue opérationnel, et ça c'est pratique de faire partie d'une grande maison avec des vrais services informatiques qui, le jour du confinement, ont répondu présent pour permettre, je pense à la banque privée notamment, de faire de la banque privée à distance. C'était pas si simple, mais toutes nos entités ont dû travailler comme ça. Et puis pour plein d'autres raisons. Déjà, on avait bien vu finalement ce qui s'est passé sur les marchés. Donc ça aide parce que quand vous réalisez, on a fait de bonnes performances sur les fonds, voire d'excellentes performances, les gérants y reviendront sans doute après. Mais ça aide après sur la dynamique de collecte. Et puis on a accéléré sur notre digitalisation, comme tout le monde, je pense. On a accéléré sur nos transformations. On parle beaucoup d'ESG et c'est vrai que nous, on est un investisseur engagé par conviction depuis 20 ans, mais ça nous fait progresser également. Toutes les questions, tout le monde progresse et donc on progresse
également par rapport à ces questions-là. Donc, et on a développé des activités. Il y a un coming soon quelque part sur ce graphique-là. On a mis un doigt. Une case effectivement là dans on peut pas la encore sphère Arkéa IS. On peut pas encore le mettre, mais on a mis un doigt dans le marché immobilier. Ouais. Il y aura une intervention de Charlotte Evangelidis tout à l'heure, mais on annoncera plus dans les semaines qui viennent, Grégoire. Donc on a continué à faire notre travail, à investir. Donc je crois qu'à la fin... Autour de l'immobilier spécifiquement, je vous arrête là-dessus, Sébastien, parce qu'on verra ce que le coming soon va devenir. Voilà, autour de l'immobilier, ça sera la brique immobilière qui n'était pas présente auparavant. Il y a une conviction forte sur l'idée que oui, l'immobilier a de l'avenir. Oui, l'immobilier il faut choisir ses bons segments, mais ça reste évidemment un segment d'avenir pour vous. Oui, bien sûr. Enfin, pour faire simple, je veux dire, la neutralité carbone en 2050 en Europe, pareil aux États-Unis, en 2060 en Chine. On sait qu'il y a beaucoup de gaz à effet de serre, de carbone qui vient de l'immobilier. Donc il y a quand même, c'est déjà aujourd'hui qu'il faut construire pour demain. Donc oui, il y a clairement quelque chose à faire sur cette brique qui objectivement nous manquait dans nos 60 milliards. Donc objectivement cette année c'est bien passé parce que nos clients sont contents, je pense, nos collaborateurs sont relativement contents et puis notre maison mère aussi, puisqu'on a des résultats qui quelque part sont assez nettement au-dessus de notre plan et de ceux de l'année dernière. Bon, une année positive, donc une année 2020 positive pour les activités d'Arkéa IS et pour son développement. Venons-en aux perspectives de marché, le grand cadrage macro-financier pour l'année 2021 et peut-être même au-delà, parce qu'on attaque une nouvelle décennie. On entend beaucoup parler de nouveaux cycles, de nouvelle ère pour l'investisseur. Ça fait à peu près 2 ans, je crois, Sébastien, on se suit, on discute régulièrement, que vous tenez un narratif de marché qui tourne autour de la Casa de Papel. Oui, c'est vrai. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série Netflix, qui est un carton mondial, c'est l'idée assez simple de la planche à billets sans limite. C'est ça, Sébastien. Et sans limite, mais surtout à destination des acteurs économiques, c'est-à-dire les consommateurs et les entreprises, les restaurateurs aujourd'hui qui sont fermés, par exemple. Oui. Où est-ce qu'on en est du scénario ? On est à quelle saison de Casa de Papel, là, en ce début d'année 2021, Sébastien ? Comme vous l'avez dit, c'est un succès mondial. Donc je pense qu'il y aura plein de saisons. Je pense que la vraie bonne question, c'est savoir si c'est là parce que c'est le confinement, il faut faire quelque chose. Non, moi je pense que c'est structurel. Ça, c'est un premier point, la première idée. Et la deuxième idée, c'est qu'il faut en analyser évidemment toutes les conséquences qu'on devine petit à petit, mais qui vont se dessiner au fil du temps. Bon, alors justement, on va voir les conséquences de cet nouvel environnement avec une planche à billets qui ne fait que commencer à tourner. Peut-être pour prendre un petit peu la température et votre sentiment de marché pour vous toutes et vous tous qui nous suivez à direct, je le rappelle, en direct et à distance avec la plateforme Click Meeting, peut-être un petit sondage sur les risques que vous envisagez justement au travers de cette année 2021. La question est assez simple. Quel est pour vous le risque de marché majeur pour cette année 2021 ? On a 4 propositions, 5 même. Est-ce que le risque majeur, c'est une récession durable, un risque économique avant tout ? Est-ce que c'est un risque de marché avec l'idée par exemple d'un retournement violent des valeurs de croissance, les stars de la cote, les GAFAM et autres qui ont tiré les marchés boursiers notamment au cours de la décennie écoulée ? Est-ce que c'est le risque d'un retour de l'inflation ? Qu'on n'a plus vu depuis, là aussi, une décennie, voire plus, peut-être. Est-ce que c'est le retour du risque inflationniste qui nous guette en ce début d'année 2021 ? Est-ce que c'est un risque de crise de change ? C'est vrai qu'on a vu quelques mouvements. On commence à observer quelques mouvements sur les devises. Beaucoup de questions autour du dollar, notamment. Est-ce que la crise de change peut être un risque pour 2021 ? Ou est-ce que c'est un autre risque ? Voilà, ça c'est la 5e possibilité qui vous est offerte. On vous laisse quelques secondes pour répondre à ce sondage en direct. Je le rappelle, on va évidemment découvrir la réponse ensemble et puis Sébastien, vous nous donnerez votre réponse, ou en tout cas les pistes effectivement des conséquences de cette planche à billets sans limite qui a commencé à tourner depuis quelques temps maintenant. Donc la récession durable, le retournement violent des valeurs de croissance, un retour de l'inflation, une crise de change, ou c'est un autre risque qu'il faut peut-être prendre en compte pour cette année 2021. On va vous donner la réponse dans un instant. Sébastien, en première intention, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un risque qui se distingue par rapport aux autres particulièrement là ? Oui, moi je serais tenté de dire que tous les risques sont possibles, mais c'est une question de séquence après. Je pense que le premier d'entre eux, là, le sujet que tout le monde a au bout des lèvres, c'est le retournement des valeurs de croissance, bien sûr. Il y a quelques exemples assez ahurissants de ce qui se passe. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que le risque de récession, en tout cas de décalage de la reprise de la croissance avec
les paroles sur le reconfinement permanent, le variant anglais, le variant sud-africain, le variant brésilien. Il y a un supporter de rugby qui m'a dit qu'il attendait le variant néo-zélandais. Mais ça, c'est un sujet aussi, évidemment. Bon, retournement des valeurs de croissance. 30% de ceux qui nous suivent, effectivement, ont répondu que c'était un des risques importants pour 2021. Je crois que le principal risque, ça reste l'idée de la récession durable. L'idée d'un choc économique, finalement, qu'on ne sorte pas de cette série de stop-and-go sanitaires, que le calendrier des vaccins soit peut-être encore décalé. Donc il y a quand même un vrai risque là économique, selon vous. Quasiment équivalent au risque de marché sur les valeurs de croissance. 45% d'entre vous estimaient que la récession durable est un risque majeur pour 2021 et puis 30% estiment que le retournement violent des valeurs de croissance peut être là aussi un risque. C'est intéressant parce qu'on a à la fois un risque macro et un risque de marché qui sont cités parmi les risques principaux. Quelles sont les conséquences justement de cette planche à billets sans limite, Sébastien ? Déjà, c'est une première question en soi. Pourquoi elle est sans limite ? Je crois que moi, c'est vraiment la première question. C'est pour ça que je n'ai pas mis ce risque-là en premier. Je crois qu'il y a au moins 3 raisons pour comprendre que c'est sans limite. La première, c'est d'avoir le sentiment... Je pense qu'on a tous ce sentiment qui s'est généralisé maintenant, que c'est que l'argent, il est gratuit. Qu'il est gratuit et qu'on peut endetter l'État et on remboursera dans très très longtemps. C'est renvoyé à l'éternité, voire il y a des débats sur l'annulation des dettes. Ça, c'est la première chose. La dette n'est plus un problème, la dette est une solution même, nous dit-on. Alors, effectivement, j'ai déjà entendu ça également. Ça, c'est la première chose. C'est important de l'avoir en tête. La deuxième, quelque part, c'est que, ça fait longtemps, nous, qu'on en parle, mais on a tous en tête, maintenant, c'est galvaudé, l'explosion des inégalités partout dans le monde. Le coronavirus, finalement, n'a pas arrangé les choses. Et là, finalement, on a un mix entre les inégalités croissantes et une récession. Et ça se répond par il faut dépenser de l'argent. Et je rajouterai un troisième risque quelque part, et peut-être certains de nos téléspectateurs le partagent, mais s'ils n'ont pas vu la série Netflix, il y en a une autre qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Je vous engage à le regarder. C'est sur les réseaux sociaux qui montrent que dans nos démocraties, les réseaux sociaux, quelque part, ont partagé par le mode de mécanisme d'intelligence artificielle, les pubs qui vous montrent, etc., ont finalement réussi à polariser les gens. C'est particulièrement aux États-Unis, mais c'est également vrai dans nos démocraties, même en France, où on mesure peut-être moins les choses. Et ça, ces 3 raisons font quelque chose d'assez explosif, je trouve, qui fait que chaque camp au pouvoir doit en donner à l'autre. À gauche doit en donner à droite doit en donner à gauche, les élites doivent en donner aux ceux qui sont défavorisés, etc. On a ce mood-là, et parce que l'argent, il est gratuit. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a ouvert la boîte de Pandore, le Casa de Papel, comme vous dites, Grégoire, eh bien, on en aura pour longtemps. Ça veut dire que cette planche à billets, elle va quand même être utile pour essayer d'adresser, de répondre à l'exacerbation de cette polarisation de nos sociétés, des inégalités économiques, sociales, ethniques, tous ces sujets-là. Il va falloir les traiter là dans le cycle qui est devant nous. Et c'est même pas une solution. Souvent on dit c'est la bonne solution. Il y a débat sur la solution. Moi je dis pas que c'est une solution. Je dis c'est inéluctable. De la même façon qu'il y a 2 ans j'avais dit la question n'est pas de savoir si ça arrivera, la question c'est de savoir quand. Et là, je dis c'est inéluctable. Voilà. Et ça a des implications évidemment pour les marchés, pour notre déficit public. La grande question, c'est est-ce qu'à un moment, il va falloir s'inquiéter du niveau d'endettement qu'on va atteindre ? Est-ce que la dette va redevenir un problème ? Et est-ce que cette planche à billets a des effets inflationnistes à terme, durables ? Ou est-ce que c'est simplement des petits épisodes d'inflation transitoire auxquels il faut se préparer ? Le premier impact, c'est le déficit public. Donc il y a des déficits publics qui sont maintenant sans beaucoup de limites, en tout cas dans les pays qui ont des devises fortes. Bon, déficit public, est-ce que c'est soutenable ? Pas soutenable. Il y a une différence profonde avec les quantitative easing avant. Avant, c'était finalement un programme de l'offre. On baissait le coût des entreprises, le coût du capital, etc., pour essayer de relancer les machines par l'offre. Là, si c'est des déficits publics et la distribution d'argent, c'est une politique de demande. Et ça, c'est profondément reflationniste dans le long terme. J'avais un graphique à portée de main qu'on ne trouvera pas forcément dans beaucoup d'endroits, puisque c'est un graphique sur un siècle. Vous avez en rouge, et c'est un lissage sur 5 ans, exprès, c'est pour éviter le côté confinement à répétition en ce moment. Vous avez en rouge, finalement, aux États-Unis, la croissance de la masse monétaire, et puis vous avez en bleu l'inflation. Échelle de droite, c'est pour ça que vous avez 10% d'inflation, c'est 5 fois 2%.
D'accord. Et là, quand on voit ce graphique-là, quand même, on voit, et si on se dit que la courbe rouge, on a pour un moment à être à ces niveaux élevés, ça rebaissera après le confinement, c'est sûr, mais ça veut dire que, in fine, la courbe bleue, à la fin, ça reste un phénomène inflationniste. Donc pour moi, c'est une conviction évidemment importante. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est une conviction importante. Dès qu'on aura déconfiné, c'est là où on commencera à avoir ces conséquences-là. Bon, après, ça pose le problème de la soutenabilité de la dette publique, j'en conviens. Bon, l'environnement inflationniste, qu'est-ce que ça signifie et quel type de conséquences ça a pour l'investisseur est-ce que ça oblige à allouer différemment son capital ? On va en parler, bien sûr, mais est-ce que c'est déjà un changement de paradigme de ce point de vue-là ? Si déjà on n'avait pas compris ça, on n'aurait pas eu l'année boursière de l'année dernière. Ouais. Parce que finalement... c'est quand même un miracle d'avoir la bourse mondiale en hausse, le CAC est quand même en baisse, alors qu'on est toujours en récession. C'était d'ailleurs la préoccupation de nos clients, visiblement. Ouais. Donc oui, bien sûr, on a déjà ces premiers effets sur les prix des actifs dans un premier temps. Après, le marché est allé très vite en 2020. On a eu même un finish spectaculaire de l'année, Sébastien. Ouais. Est-ce que tout est déjà dans les prix aujourd'hui ? Sur les marchés actions, par exemple. Ouais. Alors, c'est la question qu'on peut se poser. On avait dit une fois, est-ce qu'on a fait tout un cycle boursier en une seule année ? C'est ça. Et que donc, on arrive à la fin, il faut revendre. Et une de nos thématiques, ça avait été de dire que non, c'était trop tôt de revendre. Mais la vraie question, est-ce que c'est dans les prix ? J'avais également prévu un graphique sur ce point. Qui est un graphique avec plein de petites bulles. En fait, chaque bulle correspond à une photo. Peut-être sur le marché américain, là aussi, c'est un graphique qui date d'un siècle. Enfin, il y a un siècle d'observation. Et vous avez l'inflation en bas. Et puis, vous avez à chaque fois le point du marché en trailing PE, donc le PE passé, où on se situe. Alors, bien évidemment, ça saute aux yeux. On est la point rouge aujourd'hui sur un niveau qui est très très haut, qui évidemment n'est pas sans rappeler la fin des années 90 et la bulle technologique. Le paradoxe, Grégoire, c'est qu'en reprenant ce graphique-là, qui ne change pas beaucoup chaque année, puisqu'il y a des points qui datent d'il y a un siècle, au début de l'année dernière, si on avait fait cette interview il y a un an, le point rouge, il était à peu près sur la ligne de tendance. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Donc voilà, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que ça a monté. Ouais. Alors évidemment, il y a des boîtes qui ont fait des pertes, donc ceci explique un peu cela. Mais comme ce qui a monté, c'est pas mal les techs quand même, elles font des bénéfices. Je rajoute un point sur ce graphique quand même, c'est que vous voyez que là, on a l'inflation parfaite. Donc si on se dit, on rentre dans un monde en inflation, les multiples ne sont pas tout à fait les mêmes. Si on rentre dans un monde en déflation, on sait que les multiples sont beaucoup plus bas. Donc on voit qu'on a finalement le spectre un petit peu parfait. Donc c'est tentant de dire aujourd'hui qu'on est cher. Sauf que ça, vous en conviendrez, ça cache deux types de valeurs. Ouais. Des valeurs qui sont très très chères, dont on parle maintenant sur chaque plateau, et puis des valeurs qui ont été soumises à rude épreuve parfois avec le coronavirus, et puis tout un tas de valeurs autres qui sont ni plantées par les confinements et ni bénéficiant des thématiques du moment qui sont très achetées. Si on parle des valeurs chères, de la tech, en l'occurrence, on est plutôt en 96 ou en 2000 ? Si on se place dans l'idée d'une bulle tech aujourd'hui, Sébastien. Oui, alors effectivement, Alan Greenspan avait dit en décembre 96 l'exubérance irrationnelle, il avait raison 40 mois trop tôt. Donc c'est ça le problème. Et moi, en fait, j'ai l'impression que la bulle, il faut la dissocier. C'est-à-dire que, évidemment, c'est cher, mais les taux sont très bas. Oui. On sent que les taux ne vont pas remonter tout de suite. Est-ce qu'Apple est trop cher ? C'est beaucoup plus cher qu'avant, mais ça délivre. Il y a un tas de valeurs de la tech qui délivrent, il y a un tas de valeurs green, parce qu'il n'y a pas que la tech, il y a un tas de valeurs green, on sait qu'elles vont délivrer globalement. Donc il faut vraiment faire son marché, ça c'est pas facile. En revanche, on sent qu'il y a un peu le loup de Wall Street version 2 qui est en train de se mettre en place, avec des exemples chaque jour qu'on voit sur les écrans. Je pense à BlackBerry, c'était hier celui-là, BlackBerry qu'on croyait plus tellement... enterré, enterré les choses. Et qui vient de voir son cours plus 200% depuis le début de l'année. Et si vous interrogez la boîte pour savoir pourquoi, elle dit bon, on ne sait pas. Pas de nouvelles. Donc, on a l'impression qu'il y a le loup de Wall Street aussi. Si vous regardez sur les sites américains pour mieux comprendre la tech, vous êtes rapidement abonnable à des services de gourous qui vous disent ça, ceci, cela. Donc là, mais ça, c'est une petite partie du gisement. Par chance, c'est quand même pas. C'est pas l'ensemble du marché qui est. Oui, c'est ça. C'est pas l'ensemble du marché qui est drivé par cette spéculation très liée aussi aux particuliers, je crois. Voilà, c'est les particuliers. C'est parce que le Casa de Papel, comme vous dites ou comme je dis, quelque part, on a fait vite comme on pouvait. C'est-à-dire qu'on a apporté l'argent.
évidemment aux victimes du coronavirus, mais également à plein d'autres gens globalement. Et puis, parce qu'il a fallu distribuer, ça ne pouvait pas être ciblé exactement. Bon. Et aux États-Unis, c'est pire qu'en France. Je veux dire, une fois que l'argent est reçu, comme c'est presque donné par l'État, je peux le perdre. Donc je peux acheter non seulement des valeurs comme ça, des penny stocks comme on dit, ou bien même acheter des options, parce que j'achète des options, encore plus de levier. Donc oui, il y a une partie clairement. Et le vrai message qu'on doit donner à nos clients et que nos gérants essayent de faire, c'est comment on navigue dans cette bulle. Parce que c'est pas facile. Si vous vendez trop tôt, vous êtes le roi des idiots, parce que c'était évident qu'il fallait acheter Tesla avant, et puis toujours, tous les jours finalement. Et si vous vendez trop tard, vous êtes le roi des idiots, parce que c'était quand même évident, Grégoire, que c'était une bulle. Donc il faut quand même gérer avec ça. Nous, la solution qu'on essaie d'employer, c'est de mettre beaucoup de convexité, donc à la fois dans le choix des valeurs, mais également quand on reste sur les valeurs qui sont chères, mais qui sont chères parce qu'elles offrent des perspectives de croissance très importantes, notamment dans les transitions. Essayer de le faire avec de la convexité. Ça peut être avec des options, avec des obligations convertibles. Le fonds convertible Monde de Shellshore a fait plus 25% l'année dernière. Quand même. On y reviendra effectivement dans les solutions d'investissement. C'est une classe d'actifs qui a très bien fait en 2020 et qui paraît encore tout à fait appropriée à l'environnement de marché. Il faut qu'on dise un mot quand même de la bourse européenne. Ouais. On va le voir, je crois, sur ce graphique animé. Les marchés européens n'ont rien fait depuis 20 ans, alors Sébastien. Ça, c'est une autre de mes convictions qui est plus une intuition, un peu comme la Casa de Papel il y a 2 ans, mais qui mériterait d'être étayée. Sur ce graphique, vous avez en bleu l'Eurostoxx. Pour réinvestir, normalement, il faut regarder avec les dividendes. Donc, pour les puristes, l'Eurostoxx dividende réinvesti, c'est en rouge. Ouais. Mais finalement, il y a plusieurs phases sur ce marché. Il y a une grande phase de croissance qu'on a oubliée, c'est 94-99, qui finit par une bulle d'ailleurs. Et puis depuis, comme vous le dites, il ne s'est rien passé depuis 20 ans sur la bourse européenne. Parce qu'on n'a pas les Amazon, etc., bien sûr. Mais il ne s'est rien passé. Est-ce que c'est un atout aujourd'hui d'une certaine manière ? Eh bien oui, je crois. Parce que quelque part, qu'est-ce qui s'est passé entre 94 et 99 ? Les grands marchés haussiers, c'est quand il se passe quelque chose de profond. Et là, à l'époque, c'était quoi ? C'était l'Europe. C'était la zone euro. Les boîtes, elles devenaient de françaises à européennes, d'italiennes à européennes, d'allemandes à européennes. Ça a créé finalement un marché plus grand, des gains de productivité. Et les taux étaient un peu plus hauts, mais pas si hauts que ça. Donc c'est ça qui a créé la création de richesse. Moi, c'est pour ça que je rajoute une flèche derrière. Je dis toutes ces autres valeurs, pas celles qui sont durablement plantées par le Covid, mais pas celles qui sont dans la mouvance aujourd'hui de la tech. Moi, je trouve que, peut-être pas à court terme, on ne sait pas, mais qu'il y a un potentiel très important. Pourquoi ? Pour au moins 3 raisons. La conséquence de la bulle tech, c'est qu'on s'est tous équipés. On parlait d'Archéa-IS, on s'est tous équipés finalement. Bismart, ça doit être pareil. On a fait des efforts de productivité très importants grâce à la tech. Bien sûr, et ça restera. Ça restera. Finalement, dans les boîtes, on s'aperçoit qu'on arrive à travailler en télétravail. Donc ça veut dire que l'organisation du travail va pouvoir changer. Les locaux à utiliser, on pourra en utiliser sans doute même un peu moins. Donc ça aussi, il va y avoir des sources de productivité très importantes. Si je suis moins socialement sympa dans mon discours, tas de boîtes aussi qui auront vu qu'il y a tout un pan d'effectifs qui ne sert pas à grand-chose. La boîte tourne sans eux. Il y en a qui probablement auront ce discours aussi. Et puis, la troisième raison, c'est que finalement, c'est toutes ces transitions, tout cet argent qu'on va driver vers toutes ces boîtes-là sont en train de faire ces transformations. On fait tous nos transformations environnementales, sociales, etc. ESG. Donc, pour le coup, les valorisations ne sont pas très chères. C'est des valeurs qui ont parfois baissé à cause de la crise économique qu'on vit. Donc, pour moi, il y a un vrai potentiel de transformation sur ces valeurs. Pas à un mois, mais à un horizon de plusieurs années. Oui, dans un horizon de temps d'investisseurs. L'Europe présente beaucoup d'atouts et d'intérêt. Conclusion, Sébastien, pour les recommandations, les grands axes là, en termes de stratégie d'investissement pour 2021, quels sont les points clés ? Bon, je crois qu'il faut retenir, en tout cas, c'est notre position, qu'on va vers un monde en reflation structurelle, puisque déjà, à partir du moment où on a dit ça répond à pas mal de sous-questions. Ça cadre beaucoup de choses. On continue à dire qu'il faut maintenir des portefeuilles équilibrés. Mais par contre, on va rechercher ce que j'expliquais, la convexité dans les allocations d'actifs. Peut-être qu'il y a moins besoin de convexité sur l'Europe, peut-être que si on va sur Nasdaq, il y a besoin de plus de convexité. Que quand on regarde les risques sur l'échange, c'est pareil. Donc ça va être un travail
c'est comment on navigue aussi dans une bulle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc ça veut dire, et ça on le dit chaque année, la gestion du cash, quelque chose de très important, pas comment on gère son cash, mais pourquoi on a fait des bonnes perfs en 2020 ? Parce qu'on a commencé l'année en étant prudent, en disant que c'était une fin de cycle, etc. Ça veut dire qu'on a du cash. Et ça veut dire que quand il y a les soldes, vous pouvez intervenir. C'est à ça que ça sert le cash. C'est pas autre chose. Et dans le pilotage des risques, ça va, je pense, être une année là aussi où les risques vont avoir beaucoup de choses à dire. Donc voilà, ça c'est sur la partie investissement. Après, pour nos clients, la transition, c'est aussi d'aller au-delà, dans tout ce qui est non coté, typiquement. Donc sur la dette non cotée, c'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs. La dette non cotée, ça repart plein pot. D'ailleurs, nos portefeuilles, on a plein de sollicitations. Ça veut dire que les banques qui ont fait beaucoup de PGE, etc., ont déjà beaucoup produit finalement. Et là, dans la dynamique qui repart pour les boîtes qui veulent investir, elles ont besoin de financement de type dette non cotée, ce qu'on fait bien sûr, typiquement. Il y a les sujets de non-cotés pour les investisseurs sur l'infrastructure. L'infrastructure, on en a chez Swen sur la partie equity, mais on va aussi réfléchir à le faire d'un point de vue dette senior pour nos investisseurs qui ont du mal à trouver du rendement dans les taux négatifs. Et puis enfin sur l'immobilier, mais j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Bon, et justement, on va rentrer un peu dans le détail de quelques-unes des solutions d'investissement qui sont proposées par la maison Arkéa IS et ses boutiques. Ce sont les directeurs de la gestion et le directeur général directeur de la gestion de Schelcher Prince Gestion et le directeur général de Fédéral Finance Gestion qui vont me rejoindre sur ce plateau dans une seconde. Tout le monde s'installe. Voilà, donc je le disais, le directeur de la gestion de Schelcher Prince Gestion est avec nous, Hubert Lemoine. Bonjour Hubert, merci d'être là. Et Alain Guélénoc, le directeur général de Fédéral Finance Gestion. Bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être là, messieurs. Hubert, je commence avec vous, Schelcher Prince Gestion. Donc une maison évidemment historiquement experte sur le marché obligataire, le marché de taux, le marché de crédit. On sait que c'est un univers d'investissement aujourd'hui, en tout cas pour les meilleures catégories qui offrent de moins en moins de rendement. Est-ce que vos clients trouvent encore quand même des solutions dans cet univers d'investissement obligataire ? Est-ce qu'il faut forcément aller chercher ailleurs d'autres types d'expertise qui existent d'ailleurs, j'imagine, dans la maison Schelcher Prince ? Tout à fait, merci Grégoire pour cette question. Effectivement, cette expertise existe depuis de nombreuses années chez Schelcher et on a pris le pas de diversifier nos activités depuis longtemps. Et cette internationalisation, elle a commencé déjà en 2011, puisque fin 2011, on lançait Schelcher Prince Global World qui, pour le coup, a été chercher de la performance un peu partout dans le monde. Et puis, on a eu aussi, on a embarqué des fonds comme SP Croissance, Schelcher Prince Croissance fin 2018, et avec cette volonté d'aller chercher de la performance un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment une caractéristique assez générale qu'on retrouve aussi sur la gamme obligataire, avec cette volonté, même si c'est une logique peut-être de retour absolu, cette volonté d'aller chercher sur des crédits ou sur des govies de la performance un peu partout dans le monde. Donc vraiment cette volonté de s'internationaliser. Et puis le deuxième point aussi qui permet d'adresser ce point justement de rendement très bas, et depuis maintenant quelques années, puisque c'est les taux à zéro, c'est début 2015 en Europe en tout cas. En 2020, on est sur des taux à zéro un peu partout dans le monde. Mais cette volonté justement de se diversifier sur les produits, ça se retrouve un peu dans toutes les classes d'actifs avec cette volonté d'aller chercher de la performance sur les actions, sur le crédit, sur les govies, sur les devises, sur des stratégies de pente, sur les produits obligataires. Enfin, il y a vraiment cette volonté justement d'assurer de la performance à nos clients en travaillant à la fois sur toutes les zones du monde et en même temps sur tous les types de produits. Tous les segments, toutes les classes d'actifs sont représentées aujourd'hui dans les expertises de Schelcher Prince. Complètement. Et la clé, c'est véritablement la calibration de ces paris pour éviter justement trop de corrélation entre nos paris. Et donc, c'est cette volonté de se diversifier géographiquement et en termes de classe d'actifs, mais aussi de calibrer correctement nos paris. Alors tout à l'heure, Sébastien Barbe, qui est toujours à nos côtés, évidemment, évoquait le marché des convertibles. Je crois que c'est un marché qui a été très intéressant en 2020. On va en parler avec vous dans un instant, mais je vous propose d'écouter peut-être Benoît Lepape, qui est le responsable des obligations convertibles chez vous, chez Schelcher Prince Gestion, sur l'intérêt justement qu'a représenté ce marché des convertibles en 2020 et les perspectives qu'on peut avoir pour ce marché des convertibles pour cette année 2021. Les convertibles font une performance remarquable sur 2020. Cette classe d'actifs enregistre la meilleure performance parmi toutes les classes d'actifs cotées. Dans un premier temps,
le produit a protégé l'investisseur en amortissant un tiers de la baisse grâce à sa nature hybride et à la qualité des planchers obligataires qui le constituent. Dans un second temps, il a su participer entre 50% et 70% de la hausse, en particulier via les nouvelles émissions qui sont venues revitaliser le gisement. Si cette performance est remarquable, elle n'a pourtant rien d'exceptionnel ni d'attribuable au hasard. Quand on regarde à horizon 1, 5, 10 ou même 20 ans, les émetteurs d'obligations convertibles ont toujours surperformé le reste de la cote. Et ce produit patrimonial permet de s'y exposer de façon convexe. Nous pensons que la recherche de convexité est toujours d'actualité. Les convertibles permettent de s'exposer au marché actions de façon sécurisée et convexe. Nous sommes constructifs pour l'année 2021, mais il faut bien constater que les marchés sont peu asymétriques. Les convertibles offrent donc à l'investisseur un droit unique, qui est le droit à l'erreur. Les facteurs de performance pour 2021 sont bien en place. En effet, les convertibles pourront s'appuyer à la fois sur les sociétés en croissance pour peu qu'on fasse attention aux valorisations et sur les sociétés qui doivent se reconstruire suite à la crise du Covid. Le produit offre par ailleurs une protection embarquée contre les risques d'inflation ou permet de surperformer les actions en cas d'opération de M&A. Le responsable des obligations convertibles de Schaeffler-Prince Gestion, donc Benoît Lepape, dans cette petite vidéo. Hubert, je ne sais pas s'il y a un commentaire à rajouter sur ce marché des convertibles. Et notamment, parce que je rappelle que le thème, ce sont les transitions et la performance. Hein, c'est le thème fil rouge de cette émission, de cette conférence annuelle d'Arkea IS. Est-ce que c'est un marché, le marché des convertibles, qui permet de s'exposer justement au thème des transitions énergétiques ou autres ? Déjà, effectivement, Benoît a rappelé l'intérêt du produit et ça cadre totalement avec le descriptif ou les perspectives que nous adressait Sébastien sur l'année 2021, hein, avec des risques qui se matérialisent et donc la volonté de se positionner en se protégeant. Mais c'est aussi un moyen aussi d'évoluer vers cette transition environnementale, sociale et gouvernementale. Hein, et on a d'ailleurs sur les 2 fonds convertibles ce label ISR, et donc c'est très important pour nous justement de participer à cette transition et d'essayer de délivrer de la performance financière tout en ayant justement une vision dynamique justement de l'évolution des entreprises que l'on investit. Je rappelle que la prochaine partie de cette conférence annuelle sera consacrée justement à l'ESG et aux opportunités d'investissement qu'offre aujourd'hui la prise en compte et la montée en puissance de la prise en compte de ces critères extra-financiers. Alain Guélénoc, venons-en à Fédéral Finance Gestion, société de gestion alors généraliste avec des clients institutionnels, assureurs et puis aussi une partie de clientèle retail. Je pense notamment quand même à la partie des clients assureurs, la partie des clients qui sont obligés de gérer sous contrainte, comme on dit. Quelle solution est-ce que vous leur proposez aujourd'hui dans un monde où l'obligataire à 80% offre des rendements nuls, voire négatifs? Je crois que j'ai vu passer ce chiffre, vous le confirmez Alain, c'est ça? En fait, voilà où on en est début 2021. Notre métier, il a profondément muté au cours des dernières années. Aujourd'hui, 75% du marché obligataire investment grade est en rendement négatif. Et pour chercher du rendement, il faut aller sur le bas de l'investment grade. C'est-à-dire qu'il faut aller dans la zone triple B pour trouver du rendement, de 0,8%. 0,8%. Il faut faire du triple B moins à 10 ans. Pour faire simple. Donc vous imaginez bien que ce ne sont pas des conditions satisfaisantes pour garantir une bonne évolution des fonds en euros de nos assureurs. Donc depuis plusieurs années, on a engagé une mutation, une évolution, une nouvelle orientation de nos investissements. Et c'est l'avantage de travailler chez Arkea IS, où effectivement, via Schaeffler-Prince notamment, on a accès au marché du haut rendement. Donc ça a été le premier axe pour nous de développement. On a accélérer nos investissements au rendement. Et d'ailleurs, sur 2020, cette accélération s'est poursuivie. On peut noter notamment que le marché du haut rendement s'est enrichi de 80 milliards d'euros, ne serait-ce que par les dégradations de nombreuses sociétés. Donc il faut être extrêmement sélectif sur ce marché-là. Et avec nos collègues de Schaeffler-Prince Gestion, on a réorienté nos investissements sur cette catégorie, en gardant une certaine liquidité. Parce que le deuxième axe,
qu'on a travaillé aussi avec Shellshare et avec de nombreuses autres sociétés, c'est tout ce qui est non coté. C'est notamment la dette privée. La dette privée sur les corporates, où aujourd'hui on a encore des rendements de 3 à 4%. Et effectivement, comme le disait Sébastien, les besoins des entreprises vont être très importants en sortie de crise de Covid. Donc on pense que c'est une classe d'actifs sur laquelle on va continuer à drainer de nombreux investissements. Donc la dette corporate, la dette infrastructure, qui est véritablement un gros sujet pour nous, parce que l'infrastructure présente une certaine résilience. Il y aura des grands plans d'investissement en infrastructure à la sortie de crise. On parle de transition, les transitions, elles se font avec de l'infra. Hein. Transition, totalement. Et effectivement, avec des critères ESG très importants également. Donc on investit énormément sur cette classe d'actifs et on va continuer à y investir. Le dernier axe pour nos clients institutionnels, mais aussi pour nos clients particuliers, ce sont les produits structurés. On a chez Fédéral Finance Gestion un savoir-faire depuis de nombreuses années sur les structurés. Je vais prendre un exemple qui va illustrer mon propos. En 10 ans, sur des fonds à formule, on a un track record qui fait que les clients ont investi en moyenne sur 2 ans et ont eu un rendement moyen de 6,5% sur les fonds à formule structurés. Aujourd'hui encore, des fonds à formule offrent des performances de 5% avec un niveau de protection qui est élevé. J'entendais parler effectivement des convertibles et je suis totalement en phase. Mais les produits structurés offrent également un niveau de garantie intéressant. Et en plus, on a de l'innovation dans cette classe d'actifs puisqu'on crée des indices. Par exemple, on vient de créer un indice low carbone, on a des indices ESG et donc ce sont des produits qu'on met de plus en plus en avant aussi, tant auprès de clients particuliers qu'auprès de clients institutionnels. Des clients qui sont prêts à accepter des produits peut-être un peu moins liquides aujourd'hui, Alain ? La contrepartie, effectivement, vous avez tout à fait raison, Grégoire, la contrepartie de tous ces investissements, c'est que finalement, l'assureur, mais aussi les particuliers, se retrouvent avec un degré moindre de liquidité. Donc c'est pour ça que la diversification est importante, c'est pour ça aussi qu'il faut gérer un échéancier bien calibré, et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir une acceptation d'une moindre liquidité pour trouver du rendement. Bon, et puis on parlait de l'immobilier aussi tout à l'heure avec vous, Sébastien. Il y a un produit que vous mettez en avant là aujourd'hui chez Arkéa IS et chez Fédéral Finance Gestion. Donc c'est le produit immobilier qui s'appelle Silver Avenir. Exactement. Alors, qui est une manière effectivement d'avoir le rendement immobilier qu'on aime tous et en même temps d'avoir un impact social, sociétal. C'est ça, Alain ? Oui, impact sociétal. C'est de l'investissement immobilier résidentiel. Ouais. Et c'est vrai que dans l'immobilier, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a différents segments. Mais le résidentiel sort plutôt gagnant de cette crise Covid. Donc on y met vraiment beaucoup de conviction et je pense qu'effectivement ça fait partie du dispositif de diversification. Une alternative intéressante aujourd'hui pour ceux qui cherchent des solutions patrimoniales. Exactement. Je vous propose d'écouter Charlotte Evanglidis, qui est la gérante justement de ce fonds Silver Avenir. En développant les achats de biens immobiliers en viager 100% bouquet, Silver Avenir concilie investissement immobilier et engagement sociétal. Investir dans l'unité de compte Silver Avenir, c'est investir dans des actifs immobiliers de qualité avec une décote moyenne de 40%. C'est investir dans des actifs réels avec un impact sociétal réel. C'est également une possibilité de diversification de portefeuille qui a du sens et qui affiche un objectif de rendement entre 5 et 6%. Les seniors ont souvent acheté leur résidence principale il y a longtemps, bénéficiant ainsi de l'augmentation des prix de l'immobilier. Or aujourd'hui, ils ont besoin d'un capital pour bien vieillir et profiter de leur retraite. Mais ils ne veulent pas déménager. En rendant liquide ainsi le patrimoine des seniors, Silver Avenir augmente leur pouvoir d'achat et favorise ainsi leur maintien à domicile. En cette période inédite dans la finance comme dans le reste de la société, nous nous devons d'être utiles, d'être solidaires, de donner du sens à nos métiers. Silver Avenir est un investissement qui concilie recherche de rendement et solutions de financement pour nos seniors. En 2021, nous nous questionnons encore davantage sur les rendements de l'immobilier de bureau et de commerce. Aussi, l'immobilier résidentiel qui finance le mieux vieillir de nos seniors apparaît comme pertinent pour 2021 et pour les prochaines décennies d'ailleurs. Bon, voilà, toujours le couple transition et performance à travers ce fonds Silver Avenir qui était présenté par Charlotte Evanglidis, la gérante de ce fonds Silver Avenir. Je reviens vers vous, Hubert Lemoine, avec Shellshare Prince Gestion. On évoquait tout à l'heure le manque de rendement dans l'univers obligataire. La solution des convertibles, on l'a compris, qui permet de s'exposer au marché actions en gardant une forme de protection. Est-ce que dans l'univers obligataire traditionnel, est-ce qu'il y a quand même aussi des pistes intéressantes, des solutions
solutions qui ont de l'intérêt aujourd'hui pour vos clients. Tout à fait, et je vous l'évoquais tout à l'heure avec Alain, justement, ShellShare a une expertise sur le crédit à haut rendement, le high yield, et pour le coup depuis très nombreuses années. Et donc on a deux solutions potentielles. La première, c'est effectivement gérer avec le portage et en même temps un certain dynamisme sur la gestion au travers de notre fonds ouvert, cette catégorie d'actifs. Et puis la deuxième solution, c'est au travers d'un fonds à échéance, où vous loquez finalement un taux de rendement, la possibilité d'aller justement chercher du rendement sur le high yield, que ce soit sur les pays développés ou sur les pays émergents. Et donc on a lancé cette stratégie mi-2019, et pour le coup, on a encore aujourd'hui des taux de portage qui sont de l'ordre de 6 à 6,5, avec cette diversification 50% pays développés, 50% pays émergents. On a cette particularité sur les pays émergents, en tout cas, et on est associé à la société IVEO sur ce plan-là, d'aller chercher des rendements très intéressants avec des leviers financiers pour ces sociétés dans lesquelles on investit, qui sont relativement limités et qui relatent plutôt du niveau de levier des sociétés investment grade des pays développés. Bon, IVEO Capital Partners, des spécialistes des situations spéciales sur le marché du crédit, dans les pays émergents notamment. Et donc l'alliance ShellShare-IVEO, ça donne un fonds qui s'appelle ShellShare-IVEO Global Yield, ce fameux fonds à échéance qui nous est présenté par Frédéric Salomon, le responsable de la gestion taux et crédit de ShellShare Prince Gestion. Un fonds à échéance est une solution d'investissement obligataire, simple et compréhensible. Au fur et à mesure des souscriptions, le gérant investit dans les obligations avec une échéance prédéfinie. Pour le fonds ShellShare IVEO Global Yield 24, cette échéance est décembre 2024. Cette façon de gérer permet, grâce au taux actuariel et à l'échéance fixe du fonds, de pouvoir présenter une performance prédictible et donc un rendement annuel également prédictible. La seule variable qui peut venir influencer ce rendement annuel prédictible est le risque de défaut d'un ou plusieurs émetteurs d'obligations sélectionnés dans le fonds. L'objectif de la gestion étant d'éviter les défauts grâce à la sélection des émetteurs. Suivant ce niveau de sélection, nous pouvons échafauder des scénarios. Une transition financière qui va durer longtemps. Nous sommes partis pour vivre une longue période de taux bas, sans doute plusieurs années. En Europe, la part des obligations à taux négatif représente 75% du gisement. Le rendement moyen de l'investment grade est à peine au-dessus de zéro. Ils n'ont donc pas d'autre alternative que de descendre l'échelle de notation et d'aller investir en high yield. Clairement oui. Pour ShellShare IVEO Global Yield 24, les rendements des investissements que nous visons sont entre plus 4,5 et plus 6%. Nous nous concentrons sur des obligations high yield émises par des entreprises notées simple B. La poursuite du mouvement de compression de spread en 2021 va être un élément particulièrement favorable à ces obligations. De plus, face au succès rencontré par la première génération, nous envisageons de lancer un nouveau millésime en 2021. Frédéric Salomon, donc, qui nous présentait ce fonds ShellShare IVEO Global Yield, le responsable de la gestion taux et crédit de ShellShare Prince Gestion. Il nous reste 1 minute pour conclure cette partie sur les solutions d'investissement, messieurs. Alain Guélénoc, je reprends le sondage qu'on a fait en début de conférence. Il y a 2 risques majeurs qui ressortent, selon vous qui nous suivez en direct. Le risque macro, l'idée d'une récession, on verra, durable ou pas, et puis le risque de marché, avec l'idée d'un retournement peut-être des valeurs de croissance, les stars séculaires de la dernière décennie, en tout cas sur les marchés actions. Dans un marché où tout monte, quels sont les pièges à éviter, Alain ? Alors le premier piège à éviter, à mon avis, c'est de foncer tête baissée vers un marché. Je ne sais pas, on pourrait dire, je fonce vers le marché émergent parce que j'ai du rendement sur le marché émergent. C'est une erreur. La première règle à respecter, c'est la diversification de ces placements. La diversification et aussi le choix, la sélectivité. C'est-à-dire que c'est là où on peut vous aider, l'ensemble des structures d'Arca Investment Services. Nous avons des spécialistes qui sont là pour faire de la sélection sur du haut rendement, même sur de l'investment grade, sur des fonds spécialisés. Ça, c'est une règle très importante. Cette sélectivité, elle est amenée à payer de plus en plus. Tout à fait. Nous avons cette conviction, c'est-à-dire que le recours à des spécialistes va devenir incontournable, parce que ces marchés deviennent de plus en plus précis, font appel à des techniques qui sont de plus en plus fortes. J'ai illustré ça avec nos produits structurés, par exemple, ou avec les obligations convertibles. Ça nécessite une spécialisation, un haut degré de technicité. Donc,
faire appel à des gérants spécialisés qui peuvent gérer soit sous mandat, et à ce moment-là faire cette sélection et cette diversification incontournable des portefeuilles. Ce sont vraiment des règles importantes à respecter. Je reviens juste sur l'immobilier pour illustrer mon propos. Il y a le marché immobilier dans sa globalité. Oui. L'immobilier résidentiel, on y croit. Ouais. L'immobilier du bureau, on est sans doute plus dubitatif. Et l'immobilier commercial, il faut sans doute être très prudent parce que cette mutation, cette transition qui est en cours va affecter durablement l'immobilier. Le marché de l'immobilier va bouger dans les années qui viennent. Et là, il faut être vraiment... exemple de sélectivité qu'il faut avoir. Exactement. Il n'y a pas un marché immobilier, il y a des immobiliers aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette partie consacrée aux solutions d'investissement. Alain Guélénoc, le directeur général de Fédéral Finance Gestion, et Hubert Lemoine, le directeur de la gestion de Schellcher Prince Gestion. On va évoquer évidemment le sujet incontournable de l'extra-financier, les critères ESG et les opportunités d'investissement qui en découlent, avec Charlotte Aubin et Carole Imbert qui seront avec moi en plateau dans un instant. Et ça y est, tout le monde s'installe pour cette partie consacrée à l'ESG. Carole Imbert est donc à nos côtés en plateau, la responsable de la recherche financière et ESG d'Arkea IS. Bonjour et bienvenue Carole. Bonsoir. Intéressant parce que recherche financière et recherche extra-financière sont mis en équivalence. Oui. C'est un poste unique. Non, mais les deux ne sont pas dissociés, effectivement. La conviction que la recherche extra-financière peut apporter de la performance financière aussi à terme. Bon, ça fait partie de l'ADN d'Arkea IS. Vous nous en parlerez évidemment au cours de ces prochaines minutes. Et nous accueillons également Charlotte Aubin, qui est la fondatrice de Greenwish. Bonjour Charlotte, bienvenue. Merci. Bonjour un mot pour présenter Greenwish, qui est une société de conseil en investissement, on peut dire ça comme ça? Oui, de structuration financière et stratégique que j'ai montée il y a 12 ans. En sortant de banque d'affaires avec comme conviction qu'on pouvait créer de la valeur environnementale et sociale au service du financier. Bon. Et donc essentiellement consacré à la transition énergétique, écologique, mais au service des investisseurs. Bon, vous allez nous apporter votre regard et votre expertise, évidemment, sur ces questions de transition, d'investissement durable, de transition énergétique notamment. C'est vrai que le E de ESG est très présent aujourd'hui, mais justement, c'est la question qu'on va vous poser à vous toutes et tous qui nous suivez en direct. Je le rappelle, avec cette nouvelle interrogation, cet acronyme ESG qui est devenu assez grand public désormais, il vous paraît important à quel titre? Quelle est la lettre qui vous paraît la plus importante dans cet acronyme ESG aujourd'hui? Est-ce que c'est 1, le E de environnement, 2, le S de social, ou 3, le G de gouvernance? On verra effectivement ce que vous en pensez, peut-être. Je ne sais pas si les 3 sont équivalents. En tout cas, c'est vrai que le E de environnement, c'est quelque chose qui est très grand public aujourd'hui. La transition climatique, les défis climatiques sont régulièrement dans l'actualité. Le social aussi. On verra ce qu'il en est de la gouvernance. Je vous laisse quelques secondes, évidemment, pour répondre à ce sondage, mais ce sera intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Environnement, social, gouvernance. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Vous avez quelques secondes pour voter. Et puis, les résultats, on va vous les livrer dans une seconde. L'acronyme ESG, environnement, social et gouvernance. Vous pouvez voter avec la plateforme ClickMeeting. Et les résultats qu'on va me communiquer, j'imagine, dans une seconde. Alors, pas de résultats pour l'instant. Bon, on verra ce que vous en pensez. Moi, ça m'intéressera d'avoir votre avis, Charlotte et Carole. Charlotte, commençons avec vous peut-être. L'investissement durable, le financement de la transition énergétique, c'est le sujet de Greenwish. Ça fait une dizaine d'années que vous êtes lancé sur cette activité-là. J'allais dire, c'était une intuition il y a 10-15 ans. L'idée qu'il fallait financer les transitions à venir. Aujourd'hui, ça paraît être une obligation. Est-ce que vous parlez de nouveaux paradigmes, de révolution pour les investisseurs, d'opportunités d'investissement comme on n'a jamais vu depuis l'avènement d'Internet? Où est-ce que vous placez le curseur là?
Je commencerai par définir le nouveau paradigme autour de la 4e révolution industrielle. On est passé de l'industrie des énergies fossiles, qui était la 2e révolution industrielle, à la 4e révolution industrielle qu'aujourd'hui on peut caractériser par la décarbonisation, la digitalisation, l'économie de partage et l'économie circulaire. Ces 4 grandes tendances caractérisent le paradigme ou peut-être même le tsunami qui est en train de transformer l'économie et l'ensemble de ces secteurs. Les 10 dernières années étaient essentiellement consacrées à la substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables. Aujourd'hui, les enjeux se sont déplacés. Alors, il y avait beaucoup d'opportunités d'investissement, beaucoup de rendement. J'ai accompagné des projets qui ont gagné beaucoup d'argent dans le solaire, l'éolien offshore. Aujourd'hui, on est plutôt dans un marché de rendement et il y a des enjeux qui se sont déplacés de la substitution des énergies fossiles par le renouvelable vers l'optimisation des ressources naturelles, c'est pas que l'énergie, l'optimisation de la consommation des ressources naturelles et l'efficience énergétique. D'où l'économie de partage, d'où l'économie circulaire, d'où le levier du digital et de l'intelligence artificielle pour optimiser la production et surtout la consommation d'énergie. Et cette vague d'optimisation, elle reste source d'opportunités d'investissement, de rendement, vous dites aujourd'hui, Charles. Alors, je dirais rendement sur les infrastructures, parce que dans tout ce qui est transformation, on peut distinguer différents points de la chaîne de valeur. En amont d'une transition ou d'une disruption, on regarde plutôt la technologie. Et la technologie, c'est le capital risque, le venture capital. Ensuite, des sociétés qui se consolident, qui grossissent leur technologie dans une phase d'industrialisation. Et ensuite, il y a l'implémentation. Et l'implémentation, elle se fait sur les infrastructures qui sont des classes d'actifs de rendement. Aujourd'hui, un point très intéressant, c'est que cette crise du Covid a été un accélérateur d'obsolescence pour nombreux secteurs. Moi, je dis souvent, on va voir beaucoup de nouveaux Kodak dans multiples secteurs. Et surtout, à nouveau, on a touché la thématique infrastructure. À nouveau, des plans de relance centrés, comme toujours, sur l'infrastructure et sur la green economy. Donc, beaucoup de nouvelles opportunités d'investissement, mais aussi de leviers de croissance pour les sociétés qui sont où les investisseurs capables d'anticiper ces disruptions. L'ESG a une place centrale chez Arkéa IS, Carole Imbert. Rien que votre fonction, je le rappelle, responsable de la recherche financière et extra-financière et ESG, ça fait partie de l'ADN d'Arkéa IS. Alors, il y a évidemment la pression réglementaire, la demande des clients. Peut-être il faut nous dire où est-ce qu'elle en est par rapport à ces critères ESG, mais moi je comprends en tout cas que c'est une obligation de gestion aujourd'hui d'intégrer ces critères extra-financiers. Il n'y a plus d'autre choix. Alors c'est vrai, si on repart un peu de notre construction, l'intégration ESG, c'est notre socle aujourd'hui. Ouais. Ça permet en fait d'identifier des opportunités, mais aussi avoir une gestion du risque pour sélectionner, j'allais dire, de la meilleure façon possible les émetteurs, donc les investissements qu'on va réaliser, et surtout avec une dynamique prospective. Et c'est en ça que finalement le financier aussi se rapproche de l'extra-financier. C'est que ça ne sert à rien de regarder dans le rétroviseur. Ce qui intéresse, c'est finalement ce qui va se passer devant. Donc, à la même façon qu'on a une notation financière avec un outlook, une perspective qui peut être positive ou négative, l'idée, c'est aussi sur l'extra-financier d'avoir cette notation et d'aller vers cette perspective. Est-ce qu'elle est positive ou négative ? La première étape, donc, c'était cette intégration ESG. Et aujourd'hui, 100% de la gestion active d'AIS est avec de l'intégration ESG. On n'imagine pas de regarder un émetteur sans avoir ces deux dimensions. L'étape suivante, ça a été vers la labellisation. Donc la labellisation de nos fonds, soit Greenfin, soit labellisé ISR, donc le label français. En 2 ans, on a multiplié par 10 les encours qui sont labellisés. Si je prends l'exemple de Shell Sherbrooke Gestion, c'est 15% des encours qui sont aujourd'hui avec un label. On a parlé tout à l'heure des fonds convertibles, c'est Hubert qui mentionnait ça.
Alors, j'allais dire, c'est une dynamique aussi. Et aujourd'hui, pour revenir à ce que disait Charlotte sur aussi la transition environnementale, on s'inscrit aussi dans le schéma de la raison d'être du groupe. La raison d'être du groupe, ce sont 2 transitions prioritaires, la transition environnementale et la vitalité des territoires. Alors, vitalité des territoires, qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est tout ce qui est autour de la santé, tout ce qui est autour de l'éducation, mais aussi, j'allais dire, le social. Donc, on revient à cette aussi transition qui est sociale, et ça, c'est important. Et donc, ça se traduit par un développement de notre gamme. Répondre aux attentes des investisseurs. Donc, c'est aussi développer notre gamme. Et je pourrais mettre en évidence 2 fonds. Le fonds Green Bond, Fédéral Green Bond, qui est un fonds labellisé Greenfin et donc sur les Green Bonds. Et on a également en préparation un fonds qui s'appelle Fonds Emploi France. Et là aussi, très important, et je pense que vous l'avez compris, c'est la création d'emplois en France. Bon, c'est intéressant. J'ai la réponse au sondage. Je vais vous la donner dans un instant. Entre le E, le S et le G de ESG, qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Mais vous diriez, Carole, qu'aujourd'hui, les critères ESG sont aussi importants que les critères financiers. Je crois que c'est le patron de BlackRock, par exemple, qui dit ça y est, c'est fait. La performance ESG demain sera au moins aussi importante, voire plus importante peut-être que la performance financière d'une entreprise. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis entièrement d'accord avec ça, parce que, comme je disais, ce sont des espaces-temps différents. Le financier, on a des rendez-vous trimestriels. L'extra-financier, c'est peut-être annuel, c'est vrai, mais si vous n'avez pas identifié la bonne dynamique, c'est souvent un peu trop tard quand elle est avérée. Charlotte, je reviens vers vous. Alors, ça fait une dizaine d'années que vous êtes pionnière, effectivement, dans ce domaine de l'investissement durable, du financement des solutions énergétiques renouvelables. Comment est-ce que vous voyez les 10 prochaines années là ? Quels vont être les enjeux, selon vous, pour ces questions de transition, et notamment la transition énergétique qui est au cœur de votre activité ? Alors, comme j'évoquais, les 10 dernières années étaient vraiment consacrées aux infrastructures et au déploiement des technologies solaires, éoliennes, onshore, offshore. Les 10 prochaines années, selon moi, vont essentiellement reposer sur l'optimisation grâce à l'intelligence artificielle, la décentralisation de l'énergie, le stockage, qui sont les nouvelles technologies qui ne sont pas encore complètement mûres et qui sont des leviers de croissance très, très, très importants. Et de manière générale, je dirais que on est passé d'un univers, je reviens sur la deuxième révolution industrielle, où on avait pléthore de ressources naturelles, mais de l'argent qui était cher. Quand j'ai commencé à travailler, on gagnait de l'argent sur des placements monétaires. Des chiffres, oui. À aujourd'hui un univers où on a pléthore, Sébastien, tu l'as évoqué plusieurs fois, pléthore de liquidités aujourd'hui qui coûtent de l'argent même, et une vraie raréfaction des ressources naturelles. Alors ça va au-delà de l'énergie, toutes les ressources naturelles sont un enjeu. Et très clairement, les enjeux que je vois, je suis curieuse de voir le sondage. Oui. J'ai plus de compétences sur la partie environnement et la partie gouvernance, mais ce que je vois, c'est une vraie opportunité de levier de croissance et de performance financière pour les sociétés et les secteurs qui savent se dérisquer par rapport à leur exposition à l'environnement, leur exposition carbone, leur exposition aux ressources naturelles. Je vous donne un exemple. Sur l'Afrique, on a accompagné le groupe Orange dans sa transition énergétique avec ce que l'on appelle des Energy Service Company, en gérant toute la transition énergétique de leur portefeuille. Résultat, plus d'investissements en infrastructure énergétique pour le groupe, moins 30% de coopérationnel, moins 70% d'impact carbone. Mais ils ont gagné sur toute la ligne. Et ça, on est en train de le répliquer aujourd'hui sur d'autres secteurs. Et un financier comprend le financier. Moi, j'ai jamais abordé l'environnement ou la bonne gouvernance sans lui donner un prix. Et selon moi, dans le secteur financier, un asset manager a un devoir qui est de pérenniser la rentabilité des portefeuilles de ses clients. Et pour ça, les externalités aujourd'hui sont un vrai levier de création de valeur financière. Maintenant, le dernier point que je ferai, et je vais passer la parole à Carole là-dessus, c'est... Donc ça, c'était la partie environnement.
Mais comment on arrive à l'environnement ? La gouvernance. Aujourd'hui, selon moi, le secteur financier a aujourd'hui une vraie responsabilité et un rôle à jouer pour accélérer la transformation des boîtes. Il faut passer par les actionnaires, les conseils d'administration pour changer le mandat du management et accélérer ces grandes transformations. Et donc, au-delà de la sélection best in class, de l'engagement, moi j'ai un point de vue activiste au service de la création de valeur financière pour les entreprises. C'est intéressant parce qu'on a l'impression que le G est toujours un peu laissé pour compte. C'est un peu ce qui ressort du sondage, justement. Alors, l'environnement, évidemment, il n'y a pas de débat. Pour plus de 60% d'entre vous, c'est voilà, le sujet phare de l'ESG. Vient ensuite la gouvernance à 22%, quasiment équivalent avec l'aspect social, 17%. Mais on voit bien effectivement qu'il y a un grand écart entre l'environnement, très médiatique, très médiatisé, un challenge incroyable. On sait que c'est aujourd'hui qu'on fixe la trajectoire pour les prochaines décennies. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent que tout part du G, en fait, Carole. Tout part, beaucoup en tout cas, part de la gouvernance de l'entreprise. Alors, que l'environnement soit le pilier qui ressorte le plus fort, je ne suis pas surprise. Non. Je suis presque surprise que la gouvernance soit avant le social dans le sondage. Mais c'est vrai, on en a échangé avec Charlotte. La conviction, c'est que finalement, tout part d'en haut. Les organes de gouvernance, que ce soit les conseils d'administration ou les COMEX, c'est eux qui donnent l'impulsion. Et c'est pour ça que nous, dans notre approche ESG, on a surpondéré le pilier gouvernance. Même sur un secteur, typiquement énergie fossile, pétrole, oil and gas, choses comme ça, on aura quand même une surpondération de la gouvernance. À un niveau proche de l'environnement, mais véritablement, c'est la gouvernance qui est le driver. Alors, ça, c'est une forte conviction, parce qu'on est responsable aussi par conviction. Et ça, c'est ce qu'on décline dans nos gestions. Et plutôt que la forme, le terme parfois que tu utilises, activisme, nous, on trouve qu'il y a une petite connotation négative et on aime mieux le terme engagement. Pourquoi ? Parce qu'il s'exerce à tout plein de niveaux. L'engagement quand on exerce un vote, donc ça c'est une forme d'engagement, mais quand on est sur le crédit, on peut aussi exercer de l'engagement. L'engagement dans les entreprises que l'on accompagne pour les faire adopter les meilleures pratiques. Et nous, nos interactions, c'est pas avec des responsables environnementaux dans les entreprises, avec des responsables d'usine, non. C'est la gouvernance. Président, directeur financier, relations investisseurs. Donc, c'est vraiment à des niveaux assez hauts. Et aujourd'hui, dans les conseils d'administration, vous avez des administrateurs référents qui sont là aussi pour échanger avec les marchés. Donc, vraiment, la gouvernance, c'est ce driver. Alors, la forme d'engagement, je disais, c'est même protéiforme. Donc, l'exercice du droit de vote, l'accompagnement, le choix de développement de nouveaux business. Alors, on sait qu'on va parler de nouveaux business chez AIS un petit peu plus tard, juste après nous, je crois. C'est aussi des engagements de définir des nouveaux business. Dans l'immobilier, Silver Avenir, tout à l'heure, Charlotte en parlait, c'est aussi un engagement pour nous d'aller vers ce nouveau business. Et en fait, j'allais dire, la conclusion et le message fort, c'est plutôt que de faire de l'exclusion systématique, faisons de l'engagement. Certes, on a des exclusions, le charbon, c'est quand même quelque chose de très important, on a une politique en place. La notion d'accompagnement, c'est aussi quelque chose d'important. Pour nous, c'est ça, être aussi investisseur responsable. Et quand vous êtes sur le crédit, vous avez un accompagnement quand même dans le temps. Et au moment de la maturité, le refinancement, c'est clé pour un émetteur. Et donc, être là, c'est aussi notre rôle d'investisseur responsable. Conclusion, Carole, avant de retrouver Blaise Matuidi, effectivement, pour le sujet des sportifs de haut niveau et de la gestion patrimoniale des sportifs de haut niveau. Concrètement, l'offre ESG, comment est-ce qu'elle se structure chez Arkéa IS ? Quels sont effectivement dans la gamme, qu'est-ce qui vous paraît être important à retenir ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a identifié 4 transitions majeures. Elle est digitale, elle est financière, elle est sociale, elle est environnementale. Ces 2 dernières transitions, on les adresse. Donc ce qu'il faut, c'est un rapprochement entre finalement la demande et l'offre. Donc aujourd'hui, on travaille à l'élargissement de notre gamme et c'est à la fois sur différentes classes d'actifs, les actions, les obligations, mais aussi la dette privée et probablement d'autres activités demain. Merci beaucoup, mesdames. Carole Imbert qui était avec nous donc, pour cette partie ESG, responsable de la recherche financière et ESG d'Arkéa IS, et Charlotte Aubin, merci à vous, fondatrice de Greenwish pour cette conférence annuelle d'Arkéa IS. Dernière partie, donc, dans une seconde, je le disais, avec, comme promis, Blaise Matuidi, champion du monde 2018, qui était avec nous sur ce plateau. À nos côtés, Sébastien, il y a quelques jours à peine. Il était de passage à Paris avant de repartir à Miami. Il joue à l'Inter Miami aujourd'hui. L'occasion de
parler avec lui évidemment de cette nouvelle étape dans sa carrière et donc des questions d'argent également à travers la gestion du patrimoine des sportifs de haut niveau. Bonjour Blaise Matuidi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ravi de vous accueillir pour cette partie finale de cette réunion Arkea. Sébastien Barbe est resté à nos côtés en plateau, le président d'Arkea IS. On va parler de votre argent, Blaise. La gestion patrimoniale, la gestion du patrimoine des sportifs de haut niveau, c'est le sujet qui nous intéresse pour conclure cette réunion. Mais je voulais qu'on parle quand même des derniers développements de votre carrière. Bon, milieu international de foot français, bien sûr, champion du monde en 2018. Le dernier développement de votre carrière de sportif de haut niveau, c'est l'Inter Miami, Blaise. Vous êtes entré dans le championnat américain, le Major League de Soccer, c'est ça, en septembre dernier. C'est quoi le challenge derrière ce championnat américain de soccer pour vous, Blaise ? Non, je pense que pour moi, c'était important de découvrir autre chose, ainsi que ma famille. Voilà, je pense avoir une belle carrière et elle n'est pas finie. Mais c'est vrai qu'après avoir connu l'Europe, connu des grands clubs, gagner des titres, c'était important pour moi de voir autre chose et de découvrir un autre continent. Et l'Amérique, moi j'adore aller en Amérique, j'y vais tous les ans. Donc pour moi, en termes de sportif et dans la vie de tous les jours aussi, c'était un passage voilà, que j'avais rêvé quand j'étais plus jeune et voilà, j'ai pu le réaliser, donc je suis très heureux. En plus, Miami, c'est une très belle ville. Ah oui, je veux bien vous croire. Et aussi, par rapport au futur aussi, c'était important d'y penser aussi et voilà, c'est pour ça que j'ai franchi le pas. Il y a l'aspect familial, mais la carrière de sportif, c'est toujours aussi une préoccupation. Vous quittez la Juve, bien sûr, les années au PSG, mais il y a encore un challenge sportif là sur ce territoire et dans ce championnat américain pour vous, Blaise. Bien sûr. C'est un marché qui a gagné en compétitivité, enfin je dis un marché, un championnat de foot qui a gagné en compétitivité là. Oui, bien sûr. J'étais vachement surpris par le niveau de jeu. Je m'y attendais pas qu'il y ait autant d'intensité et je pense que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, même si on peut dire que voilà, en ayant quitté le championnat européen, on peut dire que c'est pour un plan de vie, mais c'est pas du tout le cas. Moi je reste un compétiteur et bien sûr aujourd'hui j'ai 33 ans, donc j'ai des objectifs qui vont au-delà du sport, mais voilà, je suis un compétiteur dans l'âme, donc j'y suis pour gagner des titres. Ouais. On verra effectivement votre coup d'après, comment vous réfléchissez à cette transition, et les États-Unis sont peut-être un début de cette transition, Blaise. Mais pour revenir aux questions d'argent, alors vous êtes entré pro à 17 ans, c'est ça? Vous avez bientôt 34 ans. C'est à 3 que vous avez commencé, si je dis pas de bêtises. Je disais, il y a eu les années Saint-Étienne d'abord, puis le PSG, la Juventus de Turin, champion du monde évidemment avec l'équipe de France. Vous êtes international depuis 2010, c'est ça? La première sélection en équipe de France, c'est en 2010. À quel moment de votre carrière, entre le premier contrat pro à 17 ans et vos presque 34 ans, à quel moment de votre carrière vous avez pris conscience des enjeux liés justement à votre patrimoine, à votre argent, et à quel moment vous vous êtes dit, là, il faut que je gère les choses sérieusement? Quand on est sportif de haut niveau, c'est toujours difficile de penser à ça, parce que justement on est plutôt concentré sur ce qu'on fait, sur notre passion. Et moi j'ai eu cette chance d'avoir mon papa qui a été à mes côtés et qui a toujours a été, on va dire entre guillemets, le chien de garde. Et voilà, il a su me donner les bons conseils. C'est même si quand tu es jeune, tu as envie de profiter aussi, mais je pense que voilà, il a su me montrer le droit chemin. Et je pense à partir de 23-24 ans, là j'avais des idées claires dans ma tête, parce que bien sûr on avait aussi les conseils des anciens qui nous disaient de faire attention aussi, et on voyait aussi certaines personnes qui avaient pas mal de difficultés à penser à l'avenir, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es sur le terrain, tu oublies bien parfois... Sûr, il faut être concentré à 100% sur son sport, bien sûr. Tu oublies parfois tout ce qui est à côté, et
Et je pense que moi, j'ai eu cette chance-là, j'en ai pris conscience assez vite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre à cette nouvelle génération ma belle expérience. Ouais, vous avez un rôle d'ambassadeur aux côtés d'Arkea, alors qui développe justement effectivement un projet, ou plus qu'un projet aujourd'hui, vous allez nous en parler, Sébastien, autour de la gestion patrimoniale pour les sportifs de haut niveau, les footballeurs et les autres. Mais enfin, le constat de départ, il est quand même incroyable. Il y a un chiffre très marquant que vous nous apportez, Sébastien, c'est que la grande majorité des joueurs de Premier League, le championnat anglais, se retrouvent ruinés quelques années après la fin de leur carrière. C'est ça. C'est une étude choc du Guardian, 60%, donc 6 joueurs sur 10, après la fin de leur carrière, 5 ans après, ils sont ruinés. Ouais. Donc c'est une étude choc quelque part, mais c'est une étude triste aussi, je trouve, parce que les joueurs de Première Ligue, c'est ceux qui ont les plus grands salaires. Alors on peut imaginer qu'ils dépensent beaucoup, mais on peut imaginer aussi qu'ils ont dû être mal conseillés, qu'ils ont fait des mauvais placements. Il y a des capacités à faire des mauvais placements et à perdre parfois plus que ce qu'on a engagé comme somme d'argent. C'est arrivé, il y a plein d'exemples connus. Et souvent, le joueur, 5 ans après, quand il est plus connu, on ne le sait pas. Donc cette étude, elle réveille, et pour nous, elle a été très, très inspiratrice quelque part, de prendre cette conscience des sportifs de haut niveau, quels qu'ils soient. Bien sûr, Blaise est champion du monde, mais tous les sportifs de haut niveau qui ont une carrière par définition courte, qui vont gagner plus ou moins bien leur vie durant cette période-là. Et c'est vrai qu'avec Arkea, on a monté une offre commerciale aujourd'hui qui s'appelle First Business Coach, qui s'adresse à l'ensemble des sportifs de haut niveau, qu'ils soient petits ou très connus, qui allie à la fois les conseils d'optimisation fiscale pour les joueurs qui débuteraient par exemple leur carrière et qui commencent à s'en préoccuper, jusqu'à effectivement la banque privée qui va s'occuper des joueurs avec des patrimoines et une certaine complexité. Donc oui, ça nous tenait à cœur d'épouser cette cause-là, et Blaise est notre ambassadeur. Ouais. Et alors, quel est l'investissement que vous mettez dans cette fonction-là, Blaise? C'est quoi? L'idée, c'est que vous apportez un retour d'expérience peut-être à des jeunes sportifs de haut niveau qui n'ont peut-être pas encore eu le déclic ou la prise de conscience du rapport à l'argent et de l'importance quand même d'avoir des objectifs de patrimoine en tête? Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'aujourd'hui, de par mon expérience, de par ce que j'ai pu vivre, je pense être de bons conseils aujourd'hui pour ces jeunes et ces moins jeunes aussi, parce que quand on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est dans notre domaine, on a parfois tendance à oublier, et justement c'est d'essayer de les accompagner, parce que c'est difficile aussi pour un joueur de haut niveau de prendre conscience, parce que voilà, on voit tout ce qui est beau, mais on voit pas forcément l'avenir. Le football, ça dure un temps, et derrière il y a une vie, et je pense que mon rôle aussi, c'est de faire prendre conscience à ces jeunes que voilà, le football, c'est pas toute une vie. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement après sur des choses qui peuvent être dans le domaine mobilier ou même à côté. Je pense que il faut réussir à être proche d'eux, et aussi savoir le besoin, je pense aussi, qu'ils peuvent avoir avant tout. Et puis voilà, je pense que moi, de ma petite expérience, on va dire, j'essaye de faire ainsi. Et c'est quoi le meilleur conseil que vous livrez justement à des sportifs de haut niveau que vous croisez et avec qui vous pouvez discuter, Blaise? Non, le conseil, c'est bien sûr de faire attention avant tout, parce que, comme je l'ai dit, le football, c'est un temps. Et c'est vrai que aujourd'hui, de mes 33 ans, j'ai eu la chance d'aller d'année en année de franchir des étapes. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Et tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Je pense que on n'a pas tous les mêmes carrières, donc on n'aura pas tous forcément la même vie, et justement il faut savoir s'adapter. Et on essaye tout d'abord d'être proche, de gagner la confiance. Je pense que c'est le plus important, que le joueur se sente en confiance et qu'il puisse savoir qu'avec nous, voilà, je pense que ça peut lui servir pour le futur. Et à chaque étape de sa carrière, vous dites en fait, il faut se poser la question de son objectif patrimonial, enfin lié à ses finances. C'est à chaque étape de sa carrière. Oui, bien sûr, il faut être à l'écoute. Il faut savoir être à l'écoute, et puis après essayer de l'aider, de l'accompagner. On n'est pas là pour
pour diriger, mais on est là pour accompagner le joueur dans ce qu'il souhaite. Et surtout, aussi, qu'il puisse faire attention. Ça c'est très important, parce que voilà, ça va très vite. Bon, et alors, pour conclure, Blaise, comment est-ce que vous réfléchissez à votre carrière d'après le sport de haut niveau, qui sera une carrière encore active, peut-être, Blaise? Oui, bien évidemment. C'est trop tôt pour poser la question? Non. Pour moi, il est temps maintenant. Ouais. Je pense que j'ai pas mal de projets en tête, et je suis content aujourd'hui de pouvoir accompagner First et bien sûr Arkea. Je pense que pour moi, c'est une très belle chose, et ça me sert d'expérience, on va dire. Et puis par la suite, oui, j'ai d'autres projets, et je pense que je suis dans le bon moment de ma carrière pour pouvoir y penser maintenant, et on essaye, et puis après, on verra ce qui se passera. Bon. Sébastien, un mot de conclusion? Non, mais c'est vrai, moi j'ai eu la chance de découvrir effectivement Blaise, et de parler de sujets qui ne sont pas de football, qui sont au-delà du football, de découvrir aussi une personnalité très riche, qui, comme tu le dis, fait attention, réfléchit à la suite, avec beaucoup d'humilité, et ça c'est, dans le monde du sport de haut niveau, c'est aussi quelque chose de très appréciable. Merci beaucoup, merci Blaise d'avoir été avec nous pour conclure cette réunion Arkea. Blaise Matuidi donc, et on vous souhaite le meilleur évidemment dans le championnat américain de soccer. Sébastien Barbe, on va conclure avec vous cette conférence annuelle d'Arkea IS. Bon, merci déjà, vous m'avez permis de rencontrer Blaise Matuidi, qui est plutôt de bons conseils en fait quand on l'écoute. Hein. Beaucoup de bon sens. Ouais. Beaucoup de bon sens. On en a tous besoin. Bon, en conclusion, un mot pour cette année 2021, on s'arrêtera là juste après, Sébastien. Déjà, une grande fierté de mes équipes, hein, quelque part. On en a vu un tout petit bout dans cette émission, mais ils travaillent pour tous nos clients. Donc une grande fierté pour tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a réussi, et puis surtout, ça nous permet de continuer d'investir, et puis les thématiques qu'on a évoquées. Le titre de la présentation, c'était Transition et Performance. Bon, performance, c'est prétentieux ce que je veux dire. Je trouve que 2020, si on a commencé l'année prudent, c'était pas si difficile que ça. L'année 2021, on verra s'il y a moyen aussi de faire de gros écarts par rapport aux indices de référence. La transition, toutes les classes d'actifs qu'on a évoquées, l'immobilier, l'infra, ça fait des choses sur lesquelles on annoncera des choses. La dette non cotée, bien sûr, et puis bien sûr tout ça avec le filtre ESG. On montre qu'on s'engage. Finalement, First Business Coach avec Blaise, c'était aussi montrer une forme d'engagement. Alors je ne sais pas si c'est le E, le S ou le G, mais en tout cas, c'est notre ADN et l'ADN d'Arkea. Ainsi se termine cette conférence annuelle d'Arkea IS. Merci à toutes et à tous pour votre attention.